Bonjour à toutes. Bienvenue dans le podcast de French Working Mom. Je vous invite à plonger dans la vie insoupçonnée des mères qui travaillent. The French Working Mom, c'est vous. Ce sont toutes ces femmes qui gèrent leur carrière et qui voient leur vie chamboulée par leur nouveau rôle de mère. Qu'elles aient un enfant ou plusieurs, qu'elles luttent pour en avoir un, qu'elles aient un enfant malade ou handicapé, qu'elles soient en couple ou maman solo. Dans ce podcast, on parle de la vie, des multiples vies des mères qui travaillent, des working moms. L'envie de s'investir dans son travail, sa maternité, son couple, sa vie sociale et de la difficulté de tout gérer. Comment font-elles pour allier ces rôles ? Comment trouver le fameux équilibre pour être satisfaite de la vie qu'elles mènent ? Ce podcast met en avant des femmes, des working moms de tout horizon qui racontent et expliquent comment elles ont défini leur propre façon de vivre leur maternité. Je suis Myriam Levins, coach parental, la créatrice de ce podcast. Je vous souhaite une excellente écoute. Merci Sandrine de m'accueillir chez toi. Et pour nos auditeurs, je dois préciser quand même qu'on se connaît. On se connaît au travers de nos parcours entrepreneuriaux. Donc, tu as lancé ta société l'année dernière. Exactement. Et moi aussi. Et on a eu l'occasion de se rencontrer justement sur toute la création d'entreprise et de se revoir régulièrement également. Alors, bienvenue chez moi. Eh bien, merci. Toi, aujourd'hui, tu es la présidente et fondatrice de Promoteur. C'est ça. Et tu es également la maman de 3 enfants. Donc, Arthur, Gaël et Lou, donc âgés de 15 à 23 ans. Exactement. Alors, aujourd'hui, on aura l'occasion de parler plus longuement de ton activité. J'aimerais simplement que tu nous expliques en quoi consiste ton activité en quelques mots, et puis on y reviendra après avoir parlé de ton expérience à toi. Alors, mon activité en quelques mots, c'est assez facile en fait. Je suis conseil en entreprise et mon métier consiste à accompagner les dirigeants dans leur vision stratégique et dans l'alignement de l'ensemble des équipes sur cette vision stratégique. Donc, je travaille sur le principe de la cohésion d'un ensemble, d'une communauté d'entrepreneurs et de salariés au sein de l'entreprise, avec un postulat qui est de positionner les valeurs du féminin dans le bien-être des salariés, parce que c'est ça qui fait de la croissance durable pour les entreprises. Alors moi, je suis très contente de t'avoir dans ce podcast parce que ton parcours est très riche, mais aussi parce que du coup, c'est la première fois qu'on va avoir un regard d'expert, parce que tu as un regard sur l'entreprise et sur la place de la femme en entreprise, et même au-delà, on développera tout à l'heure. Et effectivement, je trouve ça très intéressant d'avoir ton analyse que je trouve très aiguisée sur cet univers-là. Alors, mon analyse ou mon expertise, elle repose sur du vécu, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'encadrer des grandes équipes et donc d'avoir très très tôt l'opportunité d'accompagner des managers à manager des équipes et donc à prendre en considération les besoins de leurs équipes. Et c'est là où on est très rapidement confronté à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que c'est pas évident d'être une femme au travail et de mener une carrière. C'est mon expérience qui a été finalement assez facile, mais je me suis aperçue aussi qu'elle avait été facile parce que sans doute j'avais créé les conditions de la facilité. Et donc c'est cette transmission que je voudrais faire aujourd'hui, c'est-à-dire expliquer aux jeunes femmes que c'est possible de faire carrière et en même temps d'être une maman épanouie et en même temps d'être une conjointe épanouie sans se mettre des tonnes de pression sur les épaules. Voilà, c'est ça que je voudrais partager. Eh bien, on va commencer alors. Alors, on va remonter assez loin. On va essayer de remonter à ta vingtaine, au moment où tu fais tes études. Alors,
Avant même de parler de tes études et de ton entrée dans le monde du travail, est-ce que tu peux nous dire quel modèle de femme tu avais vu dans ta famille par rapport à ce rapport au travail? Alors ça, c'est une excellente question. Et je pense que tout se fait là, en fait, dans les histoires de femmes. C'est effectivement quel est le modèle social qui fait que tu vas te projeter dans une carrière ou pas. Et à mon époque, puisque moi j'ai quand même 51 ans, donc je vois que les choses évoluent et elles évoluent plutôt dans le bon sens et ça me réjouit énormément. Mais si effectivement on va très très loin en arrière, puisque tu me demandes d'évoquer la vingtaine, moi mon modèle, et c'est sans doute ma chance, c'est que j'avais une maman qui travaillait. D'accord. Ce qui était déjà pas la généralité. Quand je discutais en fait avec mes camarades de classe, le plus souvent ils avaient eux des mamans à la maison. Moi j'avais une maman qui faisait carrière, qui était à l'époque directrice marketing et ensuite agent général en assurance, donc profession libérale, et qui a toujours eu de son éducation à elle, donc ça remonte à 2 générations, pour principe qu'une femme doit être autonome économiquement. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'était, j'allais dire, acquis d'emblée. Je devais être une femme autonome économiquement. Okay. Et ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire une liberté totale sur des choix à faire et la nécessité de se prendre en main, de se prendre en charge pour à chaque moment se dire je ne dépends de personne, je ne dépends pas d'une entreprise, je ne dépends pas d'un mari et je dois me construire mon parcours qui fait qu'à n'importe quel moment je garde ma liberté. Et toi, quel était ton regard sur cette mère? Parce que au travers de l'enfance, de l'adolescence, on peut aussi parfois se dire que on aimerait peut-être plus la voir, surtout dans un contexte où c'était pas la norme non plus. Est-ce que toi, tu avais un regard d'admiration, de bienveillance, ou parfois un peu critique aussi sur cette mère qui était investie ailleurs qu'à la maison? Les deux, forcément. Ouais. Forcément, ça n'est pas linéaire. Donc, j'avais à la fois la fierté de dire maman travaille et maman fait carrière. Ça, c'était un modèle de réussite que je me suis imposé aussi et donc qui a fait que très rapidement, je me suis mis une grosse pression sur ma carrière personnellement. Et puis, c'était, ça c'est le bon côté des choses, le moins bon côté des choses, puisque c'est toujours un équilibre. C'est que effectivement, je me demandais si moi, ma maman, elle m'aimait autant que les autres mamans qui se consacraient complètement à l'éducation de leurs enfants. D'accord. Et ça, c'est la fragilité qui est la mienne et qui fait que j'ai aujourd'hui cette sensibilité sur ce sujet. C'est-à-dire que voilà, j'ai maintenant suffisamment de recul pour savoir que il n'y a jamais des qualités et des défauts, c'est pas aussi binaire. Il y a toujours une force quelque part qui s'exprime, il y a des fragilités qui s'expriment et de chaque fragilité on ressort aussi une force. Voilà, donc la mienne ça a été celle-là. Ça a été, enfin c'est toujours, parce que le travail continue, c'est toujours ce rapport à est-ce que ma maman m'aime? Est-ce que je peux m'accomplir? Est-ce qu'elle est fière de ce que je fais? Voilà. Et cette quête-là, elle s'est aussi traduite sur le plan professionnel, en termes d'attitude, en termes de comportement vis-à-vis de mes patrons, qui fait que voilà, je recherchais toujours à être la meilleure, toujours à obtenir le meilleur classement, un besoin de reconnaissance permanent, parce que on a parlé de ma mère, mais il faut parler de mon père aussi. Et mon père est l'exemple type de la réussite professionnelle. D'accord. Ils ont tous les deux fait des études d'économie au moment où maman m'attendait. Donc j'ai accompagné aussi, en étant enfant, cette carrière assez fulgurante qu'ils ont fait l'un et l'autre. Et mon papa a fini par être dirigeant d'une très grosse entreprise. Donc avec de fortes responsabilités, et lui, il n'était jamais à la maison. D'accord. Voilà. Donc, construire un modèle qui dit est-ce qu'on peut faire une carrière et être à la maison, être combien à la maison, est-ce que ça se mesure
en temps ou est-ce que ça se mesure en intensité, moi j'ai construit mon modèle comme ça. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, je veux faire carrière, je reviens autonome économiquement, ça c'est indiscutable. En revanche, je veux avoir des enfants, je veux être mère, donc je veux tout en fait. Et cet équilibre, moi je vais le construire dans la qualité. C'est-à-dire que le temps que je vais passer, je sais qu'il va être limité avec mes enfants parce que je ne pourrais pas être sur les deux fronts en même temps, quantitativement, mais qualitativement, je me fixe pour règle d'être présente dans l'intention, et quand je suis à la maison, je suis pour mes enfants et je suis pour mon mari et je ne suis plus pour mon travail. J'ai essayé de faire ça. Je suis pas toujours arrivée, évidemment. Alors du coup, on va décortiquer un peu tout ça, Oui. parce que tu commences des études de droit, c'est ça? Exactement. Et du coup, comment se passent tes études et après ton entrée dans le monde du travail? Alors, mes études se passent mal. Parce que j'ai retrouvé une copine d'études, justement. On était sur les bancs de la fac, puisque j'ai fait l'école de droit, la fac de droit à Sceaux. Et elle me disait, bah oui, mais Sandrine, toi, tu n'avais pas de projet professionnel à l'époque et tu étais amoureuse. Voilà. Elle a trouvé la formule qui résume complètement ces années-là. Donc, j'étais amoureuse de mon mari, de celui qui est devenu mon mari, et c'était pour moi totalement incompatible avec le fait de faire des études de droit, parce qu'effectivement je m'étais embarquée là-dedans sans avoir une idée précise de ce que je voulais faire. Donc je suis autodidacte, voilà, je fais avec ça, puisque finalement j'ai quitté les bancs de la fac très tôt, et j'ai tout de suite essayé de trouver l'entreprise qui me permettrait de construire une carrière en démarrant par le bas. Et là, c'est là où, toujours par le biais des rencontres, une amie m'a dit, écoute, voilà, je viens de rencontrer une entreprise, au bout de 6 mois, ils m'ont proposé d'être manager. Je dis, bah voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Il me faut une entreprise qui ne sélectionne pas par les diplômes, mais qui donne sa chance à n'importe qui. Et à l'époque, j'étais n'importe qui. Je suis toujours, mais en tous les cas, très peu qualifiée. Et je ferai mes preuves. Et je réussirai à gravir les échelons en faisant mes preuves étape par étape. Tu avais de l'ambition en fait, tu avais déjà cette ambition. J'avais de l'ambition non assumée, c'est-à-dire qu'on a toujours vu chez moi beaucoup d'ambition que moi je ne voyais pas. Plutôt qu'ambition, je dirais une détermination. Je savais précisément le style de vie que je voulais avoir et cette liberté que je voulais avoir. Et donc je savais que pour être libre, il fallait que j'ai un certain niveau de revenu. Et j'étais prête effectivement à me donner les moyens d'obtenir ce niveau de revenu. Voilà. Donc j'ai démarré au SMIC, j'ai démarré par un CDD, et ensuite j'ai été à même de faire 2 fois, 3 fois, 10 fois mon salaire au cours de ma carrière, parce que je voulais à chaque fois, mon modèle, c'était simple, mon modèle et mon rapport à l'argent en fait, il n'a jamais été statutaire. Il a toujours été, moi je voudrais un jour pouvoir dépenser sans compter. C'est-à-dire ne pas ressentir la contrainte de comment je vais finir le mois. Voilà. Alors ça n'a pas été le cas au début. Au début on mangeait des boîtes de conserve, et parce qu'en plus au tout début mon mari faisait son service militaire. Donc j'étais le seul salaire. Voilà, donc à l'époque le service militaire ça durait 1 an. Donc ça, voilà, on a compté nos sous au début, et puis ensuite, progressivement, on s'est offert du confort. Et le premier confort qu'on s'est offert, c'était justement à la naissance d'Arthur, avoir la possibilité d'avoir quelqu'un à la maison pour être parfaitement serein sur ce sujet-là. Et c'était après les impôts, notre premier poste de dépense. Et justement, parce que tu avais une vision claire de ce que tu voulais accomplir au niveau professionnel, est-ce que tu avais une idée aussi de quand est-ce que tu voulais démarrer ta maternité, un âge? Parfois les femmes peuvent se dire, moi à 30 ans j'aurai X enfants. Est-ce que toi tu avais déjà cette idée en tête? Alors oui, moi je voulais 4 enfants. D'accord. Déjà, je voulais avoir une famille nombreuse. Sans doute aussi par répétition du modèle dont j'étais issue, puisque moi je suis l'aînée de 4 enfants aussi. Et ça me semblait un bon chiffre en fait, parce que je me suis dit, voilà, c'est à la fois la joie, c'est à la fois le partage,
donc des valeurs auxquelles j'étais très attachée. Donc je voulais 4 enfants et donc évidemment l'horloge biologique, je savais aussi que j'avais pas toute la vie pour les faire. Pour autant, Arthur est arrivé, on était mariés depuis 2 ans, on avait déjà 6 ans de vie commune avec mon mari, donc les choses étaient quand même très très installées, très planifiées en fait. D'accord. Et puis bizarrement, parce qu'on ne sait pas quand on le fait, c'est quand on regarde en arrière. Mais j'ai fait 3 enfants strictement tous les 4 ans. Donc sans doute que inconsciemment, il y avait une histoire de planification, mais totalement inconsciemment. Voilà. Non, on s'est dit avec mon mari qu'on était prêt pour avoir un enfant. Moi, j'avais vraiment ce désir d'enfant très fort. Enfin, vraiment, je voulais être mère. Voilà. Alors après, est-ce que c'était compatible avec le calendrier professionnel ? Non. Jamais. Jamais. Alors justement, avant de tomber enceinte d'Arthur, tu en étais où dans ta carrière ? Tu étais à quel poste ? Et justement, comment tu appréhendais d'en parler au travail ? Alors, en fait, ma carrière a commencé à décoller précisément au moment où je suis tombée enceinte. Donc, je venais tout juste d'être nommée responsable de site, au pluriel. Je m'occupais en fait de délégation de personnel chez des clients assez prestigieux, et donc ça représentait en fait une activité assez stratégique pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui s'appelle Téléperformance. Et donc je venais juste d'être nommée et présentée à un client extrêmement sensible. Et donc il était assez malvenu que j'annonce ma grossesse au moment précis où je reprenais la gestion de ce compte. Donc quand je l'ai annoncé à ma chef de l'époque, je me suis fait hurler dessus parce qu'elle me disait mais non, c'est pas possible, comment on va faire, voilà. Et ça a été un pataquès pas possible ensuite sur mais comment on va faire pour l'annoncer au client, si bien qu'on m'a demandé de cacher ma grossesse pendant entre 2 et 3 mois. Et c'était une situation très compliquée parce que j'étais complètement schizophrène. J'étais très heureuse d'attendre cet enfant à la maison, mais j'étais obligée de le cacher au bureau parce que le client ne pouvait pas, soi-disant, ce qui n'a pas du tout été le cas au final, mais soi-disant envisager que je ne puisse pas être disponible complètement pour lui sur le plan professionnel. Et c'est une histoire qui me frappe encore aujourd'hui. En fait, toute cette période-là, mon ventre n'a pas grossi. Et j'attendais cette annonce, j'attendais que mes patrons aient le courage d'annoncer aux clients que j'étais en train d'attendre, que j'attendais cet enfant. Et le jour où l'annonce a été faite, là, je me suis épanouie complètement dans ma grossesse. Et tout s'est très très bien passé, en réalité. Voilà, mais à la base, c'était une très mauvaise nouvelle et ça a été un gros stress pour moi. Mais en même temps, finalement, c'est pas mal d'avoir eu cette expérience-là pour le premier. Parce que moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que finalement, ça n'est jamais le bon moment. Et j'ai eu beaucoup de femmes dans mes équipes qui me posaient la question, qui me disaient, mais est-ce que j'envisage d'avoir un enfant, voilà, parce que je faisais beaucoup de recrutement, je faisais beaucoup d'entretiens, d'évaluation, et cette question-là, elle vient pratiquement tout le temps. Voilà, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est des histoires de femmes, et on ne peut pas dire il y a d'un côté le privé et de l'autre côté le professionnel. Donc quand on envisage des objectifs sur l'année et qu'on est dans une discussion de femme à femme, très vite, on se dit les vraies choses. Et donc, voilà, comment tu envisages ta vie de femme ? Ah oui, j'envisage de faire un enfant. Ok, bon, on va s'organiser. Mais certaines femmes me disaient aussi, mais c'est pas le bon moment. Et vraiment, moi, je leur ai toujours dit, n'attends pas que ce soit le bon moment parce que ce sera jamais le bon moment. Ni à titre professionnel, ni à titre personnel. Donc, si tu as envie d'avoir un enfant, si tu te sens dans une vie suffisamment stable pour l'élever dans de bonnes conditions, vas-y. Parce que j'ai aussi vu des femmes qui, à force d'attendre,
eh ben c'était trop tard, parce qu'au moment où elles étaient décidées, ça se faisait pas, parce que ça se commande pas, parce que la nature est ainsi faite que tu décides pas quand vraiment les choses se mettent en place et que ton désir de grossesse arrive jusqu'à terme. Parce que c'est une grossesse, c'est tellement d'inconnus. Dans l'immense majorité des cas, ça se passe très très bien, mais ça se passe pas toujours super bien. Et ça, on n'en parle peut-être pas aussi suffisamment. Voilà, donc voilà. Moi, souvent, j'ai eu des discussions comme ça avec des femmes qui attendaient, et j'étais plutôt, même si j'étais la patronne, j'étais plutôt à leur dire, n'attends pas. T'as envie d'enfant, vas-y, et on va se débrouiller, on va s'arranger, tu verras, c'est rien, hein, c'est 10 semaines, 6 semaines, 16 semaines au total dans la vie d'une entreprise. C'est rien, c'est absolument rien, et ça s'organise. Non, mais tu fais bien de le souligner, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a 2 niveaux de communication. Il y a la communication avant que les femmes tombent enceintes, où là, les préoccupations peuvent beaucoup tourner autour de l'entreprise, du bon moment. Et puis, il y a la communication après l'épreuve de ça marche pas, ça prend du temps. Tout ce qui peut malheureusement arriver aussi dans des histoires de projets bébés. Et c'est là où, bizarrement, il y a certaines préoccupations qui deviennent tout à fait relatives. Et effectivement, j'en ai vu aussi des femmes qui ont attendu parce qu'il y avait d'autres femmes qui tombaient enceintes à ce moment-là, donc pour le service c'était pas super, ou ce type d'anecdote-là, et qui atteignent 40 ans passés et qui là se disent mais en fait quel sens ça avait effectivement dans une vie. Se dire qu'un service est en difficulté pendant 3 mois, relativement c'est pas grand chose face à un bébé qu'on n'aura peut-être jamais. Et je trouve ça très bien que tu l'aies dit et que tu continues à le dire là aujourd'hui. Donc, oui, et je l'ai dit à des femmes et je l'ai dit à des hommes aussi. Parce que c'est un projet de couple. Voilà, et moi j'ai aussi souvent des managers qui me parlaient de leur projet de bébé. Et j'ai toujours tenu le même discours, parce que je l'ai, encore une fois, j'ai eu la chance d'encadrer tellement d'équipes que j'ai un capital d'expérience humaine important. Et donc des histoires, je peux en raconter 1000, des belles histoires et des histoires tristes aussi. Et effectivement, investir dans sa carrière professionnelle, c'est formidable, parce que c'est un terrain de réalisation personnelle formidable. Pour toute personne, et moi ça c'est mon expérience personnelle, pour toute personne qui manque de confiance en soi, pouvoir s'investir dans des projets professionnels, les réussir, ça te permet de te dépasser, de te prouver 1000 choses et de construire ton estime de toi. C'est complètement formidable. Et puis aussi de découvrir le travail en équipe, savoir s'appuyer sur un collectif, c'est une richesse humaine extraordinaire. Donc c'est formidable le monde du travail pour ça. Pour autant, ça ne peut pas être tout. Et toujours laisser une part à une construction personnelle à côté d'une construction professionnelle, ça c'est essentiel à un bon équilibre de vie. Moi j'ai toujours eu, mais vraiment très très jeune, je crois que dès mes 15 ans, j'ai ce credo-là, ni remords ni regrets. Et j'ai toujours construit ma vie comme ça. Alors, j'ai fait des erreurs évidemment, mais j'ai toujours essayé d'assumer mes choix. Et d'avoir comme ça le recul aussi, de se dire attention, je suis à fond au boulot là, mais là c'est trop. Et mes grossesses ont toujours été, puisque 3 grossesses, et donc ça a été du coup un bon rythme en fait, et ça a toujours été pour moi le moyen de stop, prends du recul et décide, redécide, redonne-toi le temps de décider quel sens tu donnes à ta vie, quel équilibre pro-perso tu veux reconstruire dans cette étape de ta vie, parce que tu changes,
toi. Tes aspirations évoluent aussi. Et donc, tu peux très bien dire, je passe sur une semaine, je passe 80% de mon temps au boulot. Ça, c'est jouable. Et puis après, ça devient 60. Et puis après, ça redevient 80. Voilà, tu fais ces choix-là. Mais faire ces choix-là en conscience. Sans se mettre des modèles à respecter, sans être complètement focalisé sur ce qu'on attend de toi. Se reposer la question de qu'est-ce que moi j'attends de moi, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Et c'est pas égoïste, parce que parfois on entend ça aussi, c'est individualiste, etc. Non. Être équilibré, être bien avec soi, c'est la meilleure façon d'aider les autres. Il n'y en a pas d'autre d'ailleurs. Donc ça c'est important. Être une maman épanouie au travail, c'est un excellent modèle pour les enfants. Complètement. Parce que quand on est épanoui au travail, on est épanoui à la maison. Voilà. Et donc cette hygiène-là, ce recul-là, moi j'ai à chaque congé maternité, ça m'a permis justement de dire oh là là, je débranche du boulot parce que là je suis allée trop loin. Et maintenant je me repose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être comme maman et qu'est-ce que j'ai envie d'être comme femme professionnelle. Et sur le plan professionnel, finalement, tu as rechoisi à chaque fois ton secteur, tes postes, ou est-ce qu'il y a eu des modifications, des souhaits au retour de congé maternité qui étaient un peu différents de ce que tu faisais avant le congé maternité? À chaque fois, mes 3 congés maternité ont donné lieu à des promotions. Ok. Et je sais pas l'expliquer. Je sais pas l'expliquer parce que ma première promotion, ça a été pour mon premier congé maternité, où là on m'a dit voilà, tu vas être responsable de BU. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était une création de poste. Donc l'entreprise se réorganisait et on crée cette nouvelle mission. Et j'ai dit ok, mais j'ai dit ok depuis chez moi, puisque moi j'étais en congé maternité. Donc c'était aussi une façon de me réengager en fait, de me dire alors oui, j'ai envie de retourner travailler parce que je me suis jamais vue, mais vraiment jamais, ça n'a jamais été une option pour moi. Je me suis jamais vue maman à la maison, et tout simplement parce que je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais pas d'être avec mes enfants, ça c'était formidable, mais la répétition, cette espèce d'attachement au sens de ça va peut-être choquer de dire ça, mais je le ressentais comme une aliénation. C'est-à-dire que moi j'ai une soif de liberté énorme. C'est vital pour mon fonctionnement. Et être à la maison, je voyais que j'étais dans un rythme où toutes les 3 heures, il fallait que je fasse quelque chose. Et quelque chose qui m'était imposé. Et ça m'était insupportable. En fait, ça m'était tout simplement insupportable. Donc ça n'a rien à voir avec l'affectif. C'est cette espèce de rythme qui s'imposait à moi et qui me mettait aussi dans un statut ou dans une image qui n'était pas moi en fait, et je me reconnaissais pas. Donc je n'ai jamais douté sur le fait que à mon retour de congé maternité, il fallait que je revienne au travail. Ça c'était évident. Après, pour faire quoi? Quelque part, j'ai eu la chance aussi d'avoir une entreprise, Téléperformance, qui à chaque fois m'a redessiné un projet professionnel à chacun de mes retours de congé maternité. Est-ce que tu dirais que c'était dans l'environnement de travail? C'était dans l'air, c'était un mode de fonctionnement de l'entreprise, ou c'est parce que c'était toi et qu'on avait besoin de toi et que tu avais démontré des compétences particulières? Comment est-ce que tu vois les choses? Sans doute un peu des deux. En fait, déjà, il y a quelque chose qui était essentiel, c'était une entreprise en croissance. D'accord. Donc ça permet d'envisager des possibles. Voilà, ça donne plein d'opportunités, parce qu'une entreprise en croissance, c'est une entreprise qui se réorganise et donc qui crée des postes, qui revoit sa structure d'entreprise tout le temps. Et donc, pour ceux qui démontrent des qualités, des envies, et puis j'allais dire
une non-aversion au changement, ce qui a toujours été mon cas. Moi, j'ai jamais eu peur de changer de poste. J'ai changé de poste 1000 fois. Et j'ai toujours dessiné en fait les contours de mon poste. Je me suis toujours donné cette liberté. Tu vois, la liberté, ça revient là encore. C'est-à-dire que moi, quand je commençais à m'ennuyer, ce qui m'arrivait à peu près tous les 2 ans, à chaque fois, et ça c'est peut-être ce qui fait effectivement ma particularité, à chaque fois je suis allée voir mon patron ou ma patronne pour dire bon là je suis pas au maximum quoi. Là il faut me trouver autre chose. Et je proposais, ou on me proposait. Et donc voilà, j'ai pu accompagner la croissance de cette entreprise en épousant complètement en fait l'organisation et en trouvant à chaque fois une nouvelle place pour moi. Et ça s'est fait mais vraiment de façon continuelle en fait jusque mon départ de cette entreprise. Donc t'hésitais pas non plus à exprimer tes envies, tes idées. Toujours. Toujours. J'ai toujours dit. Et là, à un moment, je me suis même demandé si j'étais gérable. Parce que oui, je me suis toujours autorisée de dire tout haut ce que je pensais. Toujours. Alors ça, c'est vrai que peut-être tout le monde ne l'a pas fait autour de moi. Mais dès que quelque chose me plaisait, je le disais. Dès que quelque chose ne fonctionnait pas, je le disais aussi. Et c'est aussi pour ça que je me suis construit un parcours atypique, parce que j'ai vraiment eu un parcours atypique au sein de Téléperformance. J'étais une opérationnelle, j'étais à la qualité, j'étais au projet, j'étais commerciale, j'ai répondu à des gros appels d'offres pour finir ensuite directrice des opérations. Je connais pas, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ce parcours-là, mais parce que j'ai aussi gagné entre guillemets le statut de celle qui était d'accord pour faire à peu près tout en fait. Donc on me disait il faut construire un centre, je dis ok, comment on fait, je sais pas, on va inventer. Il faut répondre à un appel d'offres, ok, comment on fait, je sais pas, on va inventer. Voilà. Et à chaque fois j'inventais la méthode et à chaque fois j'avais pas peur en fait, parce que justement c'est ça qui me plaisait. Créer complètement les contours de mon poste, une organisation, des missions, parce que j'ai aussi créé des nouveaux métiers en fait, des métiers de chef de projet, des métiers de pour ceux qui répondaient aux appels d'offres, il y avait aussi des rédacteurs, enfin voilà. Et c'est ça qui me plaisait en fait, c'est ça qui créait ma motivation, d'être toujours dans la création, l'innovation et la liberté totale. Et ça, là, j'ai vraiment eu une chance énorme de travailler pour Téléperformance, parce que j'ai eu la confiance très tôt. Et ensuite, effectivement, j'étais la chef de projet du comité de direction. Donc, dès qu'il y avait quelque chose d'un peu nouveau, et donc forcément un peu stratégique, c'était des nouveaux projets pour moi. Donc ça a été une chance extraordinaire. Hein. Ah, c'est une entreprise qui donnait sa chance dès le départ, parce que dès le tout début, tu avais eu une évolution. Oui, ouais. Et c'est pour ça que je l'avais choisi. Ouais. C'est-à-dire, je me suis pas trompée. Ouais. J'ai pu faire des erreurs, mais je me suis pas trompée. Au début, je me suis dit, il me faut une entreprise qui me permette de construire ma carrière. Et tu y as passé 19 ans, c'est ça? Et j'y suis restée 19 ans. Ouais. Et alors, tu as eu tous ces postes-là, qui étaient des postes prenants. Est-ce que tu peux nous donner une idée des journées que tu passais et de comment dans ton couple ou dans les soutiens que tu as pu avoir autour de toi, tu arrivais à gérer justement cette organisation, cette conciliation entre ta vie pro et ta vie personnelle? Alors j'ai eu l'énorme chance d'avoir le mari que j'ai. Tu l'as bien choisi. Je l'ai très bien choisi. Voilà, j'ai très bien choisi ma première entreprise et j'ai très bien choisi mon mari. Il a toujours été d'un soutien exemplaire, parce que moi j'ai un comportement un peu excessif, donc passionné, et quand j'étais sur un projet, par exemple, parler des appels d'offres. Quand il fallait rendre un appel d'offres, j'ai un niveau d'exigence tel que moi j'étais capable d'enchaîner 2 nuits blanches de suite.
y compris avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants à la maison. Enfin, Lou est arrivé un peu plus tard et j'étais plus sur cette mission-là. Mais pour Arthur et pour Gaël, c'était le cas. Donc il fallait expliquer aux enfants que maman ne rentrait pas parce qu'elle était au travail. Avant qu'on ait des enfants, il m'arrivait aussi en pleine nuit de demander à mon mari de venir m'aider parce que l'imprimante buguait et que j'arrivais pas à sortir les éléments. Pour dire à quel point il m'a soutenue, en fait. Donc voilà, j'ai eu des moments comme ça où de forte pression avec des exigences très fortes, plus d'exigences que je me fixais moi plutôt que mes patrons me fixaient, très clairement. J'étais mon propre bourreau en fait au travail, ça c'est clair. Et donc très rapidement on s'est mis d'accord avec mon mari sur le fait qu'il nous fallait une organisation pour les enfants. Donc on a choisi d'habiter à la campagne parce que c'était le calme, la sécurité, le ressourcement dont on avait besoin pour notre famille. Donc on voulait avoir un cadre parfaitement serein pour notre famille. Ça c'était le premier choix et qui s'est imposé dès la naissance d'Arthur en fait. Donc on est revenu sur la terre natale de la vallée de Chevreuse pour s'installer dans une petite maison et se construire un cocon en fait. Et dans ce cocon il était évident qu'on devait avoir une organisation avec jusqu'à 2 personnes à domicile pour couvrir du lundi matin très tôt au vendredi très tard, pour ne pas avoir le stress de qu'est-ce que vont devenir les enfants parce qu'on n'est pas là à l'heure, ni l'un ni l'autre, etc. Et puis ensuite, ça c'était plus un concours de circonstances parce que ça n'a pas été franchement voulu, mais mon mari a toujours eu un travail à côté de la maison. Et donc ça permettait du coup de gérer la logistique du matin et du soir. Et comme c'est un vrai papa poule, il le faisait sans esprit de sacrifice, mais avec énormément de bonheur. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir un soutien logistique énorme de par l'organisation en fait qu'on avait mis en place, mais aussi parce que mon mari était volontaire pour ça. En fait. Donc voilà, il a géré sa carrière lui avec une priorité qui était d'être proche de la maison et d'avoir du temps pour les enfants. Et puis moi, ça m'a permis de prendre mon envol et d'être très libre en fait, de ne pas avoir ces contraintes d'organisation ou de logistique comme frein à ma carrière. Ah ouais. Effectivement, c'est essentiel là encore de le dire et de le répéter. On dit derrière chaque grand homme il y a une femme et derrière chaque grande femme il y a un homme, mais parce que c'est essentiel d'avoir un soutien du conjoint, de la conjointe pour réussir professionnellement. C'est interdépendant et notamment quand il y a des enfants parce que les enfants c'est énergivore. Complètement. Il y a tout un tas de choses à faire, il y a des nuits qui peuvent être courtes, il y a tout un tas de préoccupations aussi. Et effectivement, je trouve cette expérience que toi tu as vécue avec ton mari assez intéressante, d'autant plus qu'après, toi, quand tu as décidé de monter ta société, je crois savoir qu'il y a eu une sorte de passage de relais, c'est ça ? Oui, complètement. Bah oui, parce que à 50 ans, c'est un autre cap. Et même si j'ai été, encore une fois, très heureuse sur le plan professionnel et très chanceuse, à 50 ans, je me suis dit, voilà, il y a encore 15 ans à faire. Est-ce que je vais être capable de les faire au même rythme ? Première chose, parce que je fatigue, j'ai pas la même résistance que celle que je pouvais avoir à 30 ans ou à 40 ans. Et puis est-ce que finalement cet équilibre pro-perso continue de me satisfaire ? Et j'ai voulu davantage de liberté. Et donc j'ai quitté le monde de l'entreprise en me disant voilà, je vais essayer, on verra si ça marche, mais je vais essayer de me créer une activité sur mesure
qui me permettent d'être plus souvent à la maison, parce que je me suis rendu compte que je n'y étais pas assez, et en tous les cas beaucoup moins que les autres membres de ma famille, et ça commençait à me frustrer un peu. Et j'avais envie d'accompagner aussi l'adolescence de Lou. J'avais envie d'être plus présente, tout simplement. Et donc, du coup, ça a redistribué en fait les cartes au sein de la famille et en particulier dans notre relation de couple. Et cette disponibilité que je me suis donnée pour ma vie personnelle, pour être plus souvent à la maison, ça a aussi bougé plein de choses chez mon mari qui d'un seul coup s'est aussi inquiété de sa carrière. Et il y a eu un regain de motivation et aujourd'hui, dans le même temps que moi, je prends plus de temps pour moi et pour la famille, lui, il a eu une promotion. Là, voilà, je crois beaucoup à l'alignement des planètes, mais une fois de plus, nos choix de couple ont guidé nos choix personnels. Et c'est des équilibres instables, hein, mais on retrouve un équilibre différent à chaque étape de notre vie. Et donc, voilà, je suis assez contente, oui, effectivement, que mon mari puisse s'éclater au travail, puisse lui faire maintenant la vie que je faisais avant, c'est-à-dire des allers-retours à Paris, et surtout s'investisse complètement dans sa carrière. Enfin, je pense que c'est complètement légitime, et j'assume complètement maintenant de reprendre un rôle plus important auprès de la famille, ou plus quantitativement présent. C'est ça, la notion du temps, en fait. Alors moi, c'est une idée que je défends beaucoup, c'est de trouver l'équilibre qui nous satisfait, et d'une personne à une autre, ça peut être complètement différent, et d'une période à une autre, ça peut être complètement différent. Oui. Et toi, justement, ce qui s'est joué là, c'est de te dire, probablement que ça te satisfaisait avant, le temps que tu passais au travail et le temps que tu passais à la maison, mais là, tu avais envie d'augmenter la part à la maison et de diminuer un peu la part professionnelle, c'est ça ? C'est complètement ça. Oui, j'avais envie d'être présente pour les miens, davantage. J'ai toujours considéré que j'étais présente, encore une fois, qualitativement, mais en termes de temps, évidemment, j'étais la moins présente. Enfin, quand j'ai démarré mon activité de conseil et que j'ai commencé à prendre du temps chez moi, j'ai fait pour la première fois la rencontre de mon facteur qui m'a dit « mais c'est incroyable, je connais tout le monde chez vous sauf vous, je vous ai jamais vu ». Eh ben oui, voilà. Eh bien, vous avez compris pourquoi je suis là aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie de profiter de ma maison et j'ai envie de profiter de mon entourage. Voilà, j'ai envie de mettre du temps sur ces moments-là. Là où je mettais de la qualité, de l'intensité, mais pas suffisamment de temps. Ou en tous les cas, ça, effectivement, tu as complètement raison. Ça ne me satisfaisait plus. Ça m'a satisfait, mais ça ne me satisfaisait plus. Et le mot de la fin, quel rôle modèle, toi, tu espères être pour tes enfants ? Le modèle d'une femme libre d'abord, et authentique dans sa façon d'être. Voilà, c'est ça que j'espère incarner. Eh ben, merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, Myriam, c'était très agréable. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Et continue surtout, parce que c'est important que tu puisses, par le biais de ces podcasts, multiplier les illustrations qui seront autant de références et de modèles pour les femmes en entreprise. C'est l'objectif. Parfait. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme d'écoute. Le prochain épisode sera diffusé lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine en famille. Au revoir.